RFI, Radio France Internationale, il est 6h30 ici à Paris, 5h30 à Libreville. Xavier Besson. Bonjour à tous. L'actualité africaine de ce dimanche au Gabon, alors que les camps d'Ali Bongo et de Jean Ping continuent de revendiquer la victoire à l'élection présidentielle. L'Union africaine lance un appel à la retenue, à l'utilisation des moyens légaux de recours. Le camp de Jean Ping demande toujours un recompte des voix dans la province du Haut-Ogooué et refuse de saisir la Cour constitutionnelle considérée comme acquise au pouvoir. Cela alors que les violences de ces derniers jours ont fait au moins 2 nouvelles victimes, à Port-Gentil et à Oyem, tandis qu'à Libreville, les commerces qui avaient fermé commencent timidement à rouvrir. Reportage dans un instant dans le quartier de Dragage. Dans ce journal également, le Soudan du Sud et le Conseil de sécurité des Nations Unies qui tentent de convaincre le président Salva Kiir d'accepter l'envoi de 4000 casques bleus supplémentaires dans son pays. Des images qui datent au plus tard du début des années 1960. C'est la première interview de Nelson Mandela. Et puis Madagascar qui mise sur ses parcs nationaux pour attirer les touristes locaux et étrangers. C'est toujours ce matin le statu quo au Gabon, avec d'un côté Ali Bongo, chef de l'État en exercice, proclamé vainqueur de la présidentielle de la semaine dernière, et de l'autre, Jean Ping, qui affirme avoir gagné, se dit être le président élu et demande que les votes soient recomptés dans la province du Haut-Ogooué. Les violences de ces derniers jours ont fait 2 nouvelles victimes, ce qui porte à 7 le nombre de morts depuis mercredi et l'annonce des résultats par la commission électorale. 2 nouveaux morts, un policier à Oyem, près de la frontière avec le Cameroun, et un jeune homme tué par les forces de l'ordre à Port-Gentil. Alors qu'à Libreville, la capitale, où après plusieurs journées marquées par des accrochages et des pillages, la tension semble avoir baissé. Des commerces jusqu'alors fermés commencent à rouvrir. Mais certains quartiers de la ville risquent d'avoir besoin de temps pour se remettre des événements de ces derniers jours. Reportage de nos envoyés spéciaux Sébastien Nemeth et Boris Vichit à Dragage, où de nombreux magasins ont été totalement détruits. Les jeunes vraiment en colère, en effervescence, ils étaient vraiment dans tous leurs états. La papeterie, le magasin d'alimentation ou encore celui de vêtements, tous ces commerces sont détruits. Les portes ont été fracassées, les marchandises volées, les objets cassés, voire incendiés. Fidèle habite le quartier, il était présent lors du pillage. Quelqu'un s'est démarqué du groupe, il s'est orienté vers un magasin, il commençait à taper avec des coups de massette et ainsi de suite. Une fois c'était cassé, les autres suivaient. Tout le monde allait se servir et les gens ressortaient. Franck Ondo vient souvent à Dragage pour faire ses courses ou boire un verre. Il hésite entre condamnation et compréhension. On ne peut pas dire qu'on approuve, c'est la façon dont des personnes sont comportées. Puis elle n'était pas vraiment la meilleure façon. On pouvait descendre sur la rue et manifester pacifiquement. C'est le fait d'avoir pillé et saccagé. Mais si les gens l'ont fait, c'était un sentiment de mécontentement. Jamel Ourougou, lui, tenait un commerce de téléphonie. Son magasin a été attaqué, il ne reste rien. Il a pu se réfugier chez lui avec sa femme, mais à 2h du matin, c'est sa maison qui a été ciblée. On attend comment les gens étaient de cogner la porte. Boum, boum, boum. On laisse, ils n'ont pas rentré. Après 3 heures, ils ont revenu. Cassé, rentré à la maison. Ils ont ramassé tout ce qu'on a. Là, je n'ai rien. Là où tu me vois, ce que j'ai porté, il n'y a que ça sur moi. Totalement démuni, le commerçant compte déposer une plainte sans trop y croire. Boris Vichit, Sébastien Nemeth, Libreville, RFI. Alors comment sortir de l'impasse politique avec ces 2 candidats qui revendiquent la victoire ? Hier, l'Union africaine a appelé au calme. Le Conseil paix et sécurité de l'UA appelle toutes les parties à faire preuve de retenue et à utiliser les voies légales de recours. L'archevêque de Libreville, lui aussi, a pris la parole, exhortant le pouvoir et l'opposition, dit-il, à se ressaisir pour une sortie de crise imminente. Et il propose que l'Église mène une médiation si on lui demande. Du côté de Jean Ping, on continue de réclamer un recomptage intégral des votes du scrutin dans la province du Haut-Ogooué. Le pouvoir a déjà répondu que ce n'était pas prévu par la loi gabonaise. Mais le camp de Jean Ping n'est pas d'accord et pour son porte-parole, Jean-Gaspard Ntoumayi, c'est même la seule solution. Il n'est pas question d'aller à la Cour constitutionnelle parce que la Cour constitutionnelle est une zone de non-droit pour tout Gabonais. Et surtout, quand il a en face de lui Ali Bongo, c'est encore pire. Parce que la Cour constitutionnelle, elle est présidée par la belle-mère d'Ali Bongo qui refuse de se récuser. Le processus électoral a été interrompu au niveau de la Sénat dès lors qu'on a refusé de regarder la réalité des urnes. Revenons à la Sénat et ressaisissons-nous. Il y a une province qui est en cause, c'est la province du Haut-Ogooué. Nous acceptons les résultats des 8 autres provinces. Pour la province du Haut-Ogooué, il y a
moins de 400 bureaux de vote, donc moins de 400 procès-verbaux. En moins d'une demi-journée, la question est réglée. Et M. Jean-Ping s'est engagé solennellement à accepter le résultat qui sortirait de ce recensement des procès-verbaux des bureaux de vote du Haut-Ogooué. Non seulement la loi ne l'interdit pas, mais en réalité, l'article 112 du Code électoral permet ce décompte, bureau de vote par bureau de vote, dès lors qu'on dit que les procès-verbaux doivent être accompagnés d'annexes. Les annexes, en fait, sont les décomptes des bureaux de vote, si on regarde bien. Donc c'est possible, c'est même permis, c'est ouvert. Il suffit d'accepter qu'on le fasse. La loi ne l'empêche pas. Donc il n'y a pas de difficulté, sauf à vouloir admettre dans le camp du président sortant qu'on peut devenir président sans être élu, ce qui n'est pas notre conception de la démocratie, mais c'est très facile à faire. Le porte-parole de Jean-Ping, joint par Laura Martel. Le Gabon, où le bâtonnier de l'ordre des avocats estime que les centaines de personnes arrêtées cette semaine sont détenues dans des conditions dégradantes et il demande aux autorités judiciaires de les traiter, je cite, humainement. Jeudi, le ministre de la Justice avait affirmé qu'un millier de personnes avaient été arrêtées, dont plus de la moitié à Libreville. Des personnes qui sont aujourd'hui pour la plupart dans l'attente de voir un procureur et leurs proches sont eux dans l'incertitude, comme Carmel, dont le petit frère est détenu à la direction de la sûreté urbaine. On s'est un peu aventuré, un peu dans les charbonnages et après on s'est séparés, vu la foulée quoi, parce que lorsqu'ils ont commencé à bombarder bombes lacrymogènes, chacun a pris sa route. Moi j'ai pris la route de la maison. Mon oncle me fait signe que non, mon petit frère ici, comme il a pris mon numéro, il a pris le numéro de ma grande sœur qui vient pas gentil, de nous faire part de la situation. C'est quand je suis arrivé ici le matin, mais jusque-là, pour moi, ne libère pas les... Apparemment, je lui ai vu, puisque je lui ai apporté de quoi manger, je lui ai vu, apparemment, il est de bonne mine, mais ça ne suffit pas. Il faudrait qu'il soit à mes côtés, comme il a toujours été. Le fait qu'il soit là de moi, bon, je ne lui prends qu'une personne qui est malade, quoi. Parce que de loin, je ne peux pas bien lui suivre quand je lui suivais à la maison. Des propos recueillis par nos envoyés spéciaux au Gabon, à Libreville. Et notez qu'hier, à Paris, une manifestation a rassemblé un millier de personnes qui réclamaient la reconnaissance de la victoire de Jean-Ping. Comment convaincre le Soudan du Sud et son président Salva Kiir d'accepter le déploiement de 4000 casques bleus supplémentaires? Une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies est en ce moment à Djouba. Hier, ainsi, les diplomates se sont entretenus avec des représentants de la société civile, notamment les autorités religieuses qui ont plaidé pour l'envoi de cette force qui aurait pour mandat de protéger les civils sud-soudanais. Le gouvernement, lui, est réticent. Il estime que cela porterait atteinte à la souveraineté du Soudan du Sud. L'archevêque catholique de Djouba, Paulino Luduku Loro, ne partage pas cet avis. Tout le monde le sait, il y a beaucoup de peur et d'incertitude au Soudan du Sud. La situation humanitaire n'est pas très bonne. Des gens ont été traumatisés par les meurtres, les vols, les incendies, les viols et ainsi de suite. Les gens ont le moral à zéro. Leur confiance en eux, la confiance qu'ils font au gouvernement et aux forces de sécurité est au plus bas. Notre message au Conseil de sécurité est « Nous avons besoin de paix et de protection ». Notre sujet n'est pas la souveraineté du Soudan du Sud. Je suis sud-soudanais et je ne veux pas qu'on brade la souveraineté de l'État. Mais notre sujet, c'est la vie, la situation des gens. Les civils souffrent, c'est ça qu'il faut retenir, pas la souffrance de l'État. Paulino Luduku Loro, l'archevêque catholique de Djouba, au Soudan du Sud. Le feu a été finalement contrôlé dans l'après-midi, mais son origine reste encore à déterminer. Nous sommes en Éthiopie, dans la banlieue d'Addis Abeba, la capitale, où un incendie s'est déclenché hier dans la prison de Kilinto, prison de haute sécurité où sont principalement détenus des prisonniers politiques. D'après le gouverneur, une personne aurait trouvé la mort et 6 autres auraient été blessés. Et les opposants éthiopiens s'étonnent que des témoins disent avoir entendu des coups de feu. Et ce matin, beaucoup de questions restent en suspens. À Addis Abeba, Justine Boulot. Dans l'après-midi, la fumée avait déjà disparu, mais les policiers étaient encore massivement groupés, bloquant l'accès à la prison. Kilinto, parfois surnommé le Auschwitz éthiopien en référence au camp de concentration nazi. Dans ce centre pénitentiaire de haute sécurité de la capitale, les détenus sont en majorité des opposants politiques, des activistes ou des journalistes. Depuis la proclamation de la loi antiterrorisme en 2009, les forces de sécurité peuvent arrêter des individus avant même qu'ils ne soient jugés. Et la plupart sont incarcérés à Kilinto. C'est le cas de Bekele Gerba, le vice-président du parti fédéraliste Oromo, arrêté en décembre dernier, au début des manifestations populaires de l'ethnie majoritaire qui continuent de secouer le pays. C'est le cas aussi de Jonathan Tesfaye, porte-parole du Parti bleu,
également d'opposition, arrêtés à la même période. Les opposants et activistes n'ont pas tardé sur les réseaux sociaux à accuser le gouvernement d'être à l'origine de l'incendie et de mettre délibérément en danger la vie de ses détenus. De son côté, Gizacho Mengiste, le porte-parole de l'administration pénitentiaire, s'est contenté de déclarer qu'une enquête était en cours. Justine Boulot, Addis Abeba, RFI. L'actualité au Mali, alors que l'armée a repris hier le contrôle de la ville de Boni, c'est dans le centre du pays, dans la région de Mopti. La veille, un groupe de djihadistes en avait chassé les soldats, des hommes armés appartenant à un groupe encore non identifié. Ils ont finalement quitté la ville, ces hommes armés, et les militaires maliens y ont fait leur retour. Le ministre de la Défense, lui, a été limogé, Tieman Hubert Koulibaly. Il est remplacé à ce poste par celui qui était jusque-là ministre de l'administration territoriale. Tandis qu'au Niger, 5 villageois ont été tués dans la nuit de vendredi à samedi lors d'une attaque menée en territoire nigérien par des hommes de Boko Haram. C'était dans la région de Difa. Des images qui refont surface plus de 55 ans après, en Afrique du Sud. La fondation Nelson Mandela a découvert la première interview télévisée de celui qui, au sein de l'ANC, le parti aujourd'hui au pouvoir, luttait déjà contre l'apartheid depuis près de 20 ans. C'était avant même 1961 et c'était pour la télévision publique néerlandaise. Michel Arsenault. Ces images en noir et blanc montrent un jeune avocat bien mis. Maître Mandela porte cravate et veste de bonne coupe. Mais en 24 secondes, il annonce la révolution qui attend l'Afrique du Sud. Le Congrès national africain, dit-il, ne baissera jamais les bras devant la suprématie blanche. On pensait que la première interview télévisée de Mandela remontait à 1961, mais la Fondation Nelson Mandela a récemment obtenu ces images, plus anciennes encore, réalisées par la télévision des Pays-Bas. Selon la Fondation, l'interview de Mandela a été réalisée lors d'une suspension de séance lors de son procès pour trahison à Pretoria. À l'issue de ce long procès, il a duré plus de 4 ans, Mandela a été acquitté. C'était le 29 mars 1961. Quelques jours plus tard, il entrait dans la clandestinité. L'Afrique du Sud, où les chiffres annuels de la criminalité viennent d'être publiés. Globalement, il reste stable, mais le nombre de meurtres est en très forte augmentation dans la quasi-totalité des provinces du pays. Sur l'ensemble du territoire, ce nombre de meurtres a augmenté de près de 5% en un an. 51 personnes sont tuées par jour en Afrique du Sud. Aujourd'hui, le tourisme représente moins de 10% du PIB de Madagascar. Mais parmi ceux qui espèrent que cela va changer, que cette part va augmenter, il y a le Madagascar National Park qui gère les quelques 50 aires protégées de l'île. Un organisme qui mise sur un type de tourisme en particulier pour attirer plus de visiteurs, des touristes étrangers comme des malgaches. Madagascar National Park qui mise sur l'écotourisme. Reportage de Sarah Teto dans le parc national d'Ankara Fantsika. Vous le voyez ? Il est là. Un lépi-lémur, un lémurien nocturne. Dans l'arbre mort. Dans le parc national d'Ankara Fantsika, au nord-ouest de Madagascar, les touristes découvrent la biodiversité endémique de cette forêt. Pour pénétrer dans ce parc, ils ont payé chacun l'équivalent de 17 €, soit près de 30 fois le tarif appliqué aux Malgaches. Guy Ramangasson, le directeur général de Madagascar National Parks, en explique la raison. Il faut que la population, avec un dispositif air protégé, soit aussi bénéficiaire. Et quand on fait du tourisme, on fait payer vous, par exemple. Étrangers, vous payez nettement plus cher. Et ce que vous payez, on le partage avec les communes, les communautés jusqu'à 50%. Écoles, commissariats, châteaux d'eau, autant de projets créés grâce au Fonds local de développement, alimentés par le paiement des droits d'entrée du parc. En fait, tous les serpents Madagascar. Pour la guide Perle Razanadzatouv, l'impact sur les populations alentours est réel. Ça a apporté à la population, c'est qu'ils sont quand même convaincus qu'ils ont un avantage sur l'existence du parc. Surtout les enfants, ils sont aussi convaincus qu'ils prennent en main la préservation de la nature parce qu'ils sont des générations futures. Consommer la nature sans rompre son équilibre écologique tout en aidant les populations, voilà les fondements de l'écotourisme. Un tourisme durable et responsable pour attirer plus de visiteurs sur une grande île récemment déshonorée. Sarah Teto, de retour d'Ankara Fantsika, RFI. À Madagascar, où il est 7h44, 6h44 ici à Paris. Afrique Matin sur RFI.
Xavier Besson. Afrique Matin à suivre dans 5 minutes le journal des sports. Ce sera avec Nicolas Bacle. Il sera question notamment de football et des résultats des qualifications pour la prochaine CAN au Gabon. Mais avant cela, tout de suite, c'est notre invité. Et avec lui ce matin, nous allons parler de géopolitique, d'économie aussi. Notre invité qui est ce matin un observateur de longue date du continent africain, Philippe Hugon, professeur émérite à l'université Paris-Ouest Nanterre et auteur récemment d'Afrique au pluriel, entre puissance et vulnérabilité. Il est également directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques, et il répond ce matin aux questions d'Anthony Latier. Bonjour Philippe Hugon. Bonjour. Avant d'en venir à votre livre, une question d'actualité. Le Gabon, la réélection d'Ali Bongo, la contestation dans la rue de ces résultats. Quel regard vous portez sur ce qu'il se passe ? Je dirais qu'on est dans le scénario du pire, c'est-à-dire qu'il y avait une élection présidentielle à un tour, il y avait plusieurs candidats. La commission électorale a donné un résultat, mais les opposants à l'intérieur de cette commission ont quitté la salle. Et l'on est aujourd'hui donc dans un affrontement extrêmement violent qui risque de dégénérer. Il suffit de voir ce qui s'est passé dans d'autres pays comme le Burundi, ce qui s'est passé au Zimbabwe, etc. On a trop d'exemples. Donc il faut impérativement, c'est ce qu'a dit la France et l'Union européenne, que les voix soient véritablement recomptées bureau de vote par bureau de vote. Et c'est la responsabilité des politiques d'éviter une violence extrême. Le titre de votre livre, Afrique entre puissance et vulnérabilité, il y a le mot puissance. Peut-être que vous ne l'auriez pas utilisé il y a quelques années lors d'un précédent ouvrage. C'est le signe de quoi ça ? Absolument, parce que il y a la puissance qui s'exprime par un peu le hard power, la puissance qui s'exprime par la puissance militaire. Il y a quelques puissances militaires en Afrique globalement, mais il y en a pas énormément. Il y a la puissance qui s'exprime par la possibilité de peser dans des décisions au niveau international et dans la diplomatie. Et là, l'Afrique joue un rôle croissant, ne serait-ce que par ses votes aux Nations Unies. Elle représente un quart des voix aux Nations Unies. Mais ce qui joue plutôt, c'est le fait que d'abord, c'est une puissance démographique. Derrière les hommes, il y a la puissance. L'Afrique représentait la moitié de la population européenne quand je suis allé en Afrique. Elle en représente aujourd'hui 2 fois plus. Et d'ici 2050, elle en représentera 4 fois plus. Donc on voit bien que le poids démographique de l'Afrique change considérablement, y compris par rapport à l'Europe et pas évidemment uniquement par rapport à l'Europe. Et puis dans les autres éléments de puissance, les pays africains sont souvent des alliés nécessaires, notamment pour des négociations internationales, par exemple à la COP21 pour la question climatique. Et donc les Afriques pèsent. Et donc il y a des puissances africaines. Si on prend les pays d'Afrique subsaharienne, c'est très nettement l'Afrique du Sud qui continue de demeurer, malgré toutes les difficultés, la puissance majeure, en tout cas d'un point de vue régional. Il y a des pays en Afrique du Nord aussi qui sont des puissances potentielles ou réelles. L'Égypte, le Maroc, l'Algérie sont également des puissances. Et le Nigeria ? Le Nigeria est évidemment une puissance potentielle, c'est évident. Elle a toutes les richesses, notamment de pétrole, mais elle est vulnérable par les inégalités, par l'insécurité. Et aujourd'hui, on a une régression économique forte au Nigeria. On disait que c'était la première puissance économique d'Afrique. Je pense que c'était pas vrai quand il avait un niveau de PIB élevé. Aujourd'hui, c'est très nettement un pays qui régresse économiquement. Vous rappelez que de nombreux pays bénéficient d'une économie de rente et notamment liée aux hydrocarbures, au pétrole. Avec la baisse des cours du pétrole, ils doivent donc s'adapter. Ils sont à un tournant. Est-ce qu'ils sont en train de bien le négocier d'après vous, ce tournant ? Alors, on parle souvent évidemment du rôle du pétrole notamment et des produits du sous-sol comme un élément de facteur de croissance, et c'est sûr, de financement de l'investissement, c'est évident, mais on parle aussi de malédiction pétrolière, on appelle ça la Dutch disease, du nom de la maladie hollandaise qu'ont connu un certain nombre de pays. Les bonnes politiques qui sont menées parfois en Afrique, je pense au Botswana pour par exemple le diamant, c'est en période de vache grasse
d'accumuler des richesses, de placer ces fonds soit sur le marché international, soit en réserve nationale, et de puiser sur ces réserves lorsqu'on est en période de vache maigre. Et à ce moment-là, on lisse les conjonctures et on peut avoir une diversification des économies. Donc les économies qui marchent bien en Afrique, c'est celles tout simplement qui ont géré les instabilités des cours des matières premières. Concernant le mode de développement, vous dites les solutions sont celles du sur-mesure et non du prêt-à-porter. Oui, parce que je pense qu'on est trop dans des modèles normatifs. Si on prend simplement le mot développement ne veut pas dire prendre le modèle occidental ou le modèle des pays matures comme exemple. C'est un modèle carboné, c'est un modèle énergivore, c'est un modèle à cycle court de produits, c'est un modèle de gaspillage. Et de toute façon, la planète ne pourrait pas le supporter. Donc, il n'y a même pas de débat là-dessus. C'est pas une question de rattrapage ou une question de décollage. La question majeure, c'est de savoir comment on utilise les potentialités, les opportunités, les capacités qui sont propres aux différentes sociétés. Et c'est là où on peut dire que l'Afrique construit de manière diverse sa modernité, par des trajectoires qui sont plurielles. Et c'est là, je pense, où il faut effectivement plus du sur-mesure que du prêt-à-porter. Merci Philippe Hugon. Merci à vous. Le chercheur Philippe Hugon, l'invité ce matin d'Anthony Latier. L'essentiel de l'actualité internationale de ce dimanche 4 septembre en Chine. Un sommet du G20 s'ouvre ce matin à Hangzhou. C'est le plus important rendez-vous international jamais organisé par Pékin. Le G20, ce groupe qui comprend 19 pays et l'Union européenne et qui représente 85% de la richesse mondiale. Il se réunit chaque année principalement autour des thématiques des politiques financières. Plus de 100 000 pèlerins sont attendus place Saint-Pierre au Vatican. Aujourd'hui, à partir de 8h30, temps universel, le pape François procède à la canonisation de Mère Teresa, qui avait consacré sa vie au service des plus miséreux en Inde. Mère Teresa, née dans une famille albanaise en Macédoine, lauréate du prix Nobel de la paix en 1979, surnommée la sainte des bidonvilles de Calcutta. Et puis, près de 4 millions de Hongkongais sont appelés aux urnes aujourd'hui pour le premier rendez-vous électoral d'importance depuis les grandes manifestations de rue en faveur de plus de démocratie en 2014. Une nouvelle génération de militants prônant une rupture radicale avec Pékin se présente au Conseil législatif. Et pour eux, il s'agit surtout de conserver une minorité de blocage pour les décisions de l'exécutif hongkongais qui est favorable à la Chine. Et c'est l'heure du journal des sports, c'est avec Nicolas Bacle. Bonjour Nicolas. Bonjour Xavier, bonjour à tous. On parle de football ce matin avec les éliminatoires de la CAN 2017 qui se terminent aujourd'hui. Il n'y a plus que 5 tickets à décrocher puisque la Côte d'Ivoire s'est invitée à la fête hier soir. Les champions d'Afrique défendront bien leur titre à la CAN 2017. Les éléphants se sont qualifiés dans la douleur hier à Bouaké après un match nul 1-1 face à la Sierra Leone. Les Ivoiriens ont souffert jusqu'au bout mais ils ont assuré l'essentiel, la qualification. C'est ce que retient leur attaquant Gervinho au micro d'Emmanuel Kofi. Satisfaction, c'était l'objectif fixé, la qualification. On n'a pas voulu gagner une CAN et puis après ne pas se qualifier. Donc voilà, on s'est qualifié aujourd'hui, nous sommes contents. Comme j'avais souligné, on ne pourra pas imaginer une Coupe d'Afrique sans la Côte d'Ivoire. Donc on est qualifié, nous on est satisfait. Il faut souffrir pour réussir et c'est ce qui a été fait. Donc voilà, rien n'est facile dans la vie. On a respecté l'adversaire. Vous savez très bien, quel que soit l'adversaire, une fois qu'elle joue contre la Côte d'Ivoire, toutes les équipes sont motivées. Donc voilà, ça a été le cas. Mais nous sommes qualifiés, c'est l'essentiel. On a donné toutes les forces en première mi-temps. Et on a voulu gérer les efforts et puis les attaquer en seconde période. On n'a pas su faire le pressing aussi en deuxième période. C'est ce qui a fait qu'on a subi beaucoup. Les éléphants terminent en tête de leur groupe et peuvent désormais songer à la préparation de la CAN. Ce n'est pas le cas du Cap-Vert qui a perdu hier tout espoir de se qualifier. Les requins bleus se sont inclinés 1-0 à domicile face à la Libye. L'Éthiopie, elle, peut encore rêver. Elle a battu les Seychelles 2-1 à Addis Abeba. Avec 11 points, l'Éthiopie saura aujourd'hui si ce total lui permet de se qualifier en tant que meilleur deuxième. Enfin, le Sénégal a parfaitement fini le travail en dominant la Namibie 2-0. Avec 6 victoires en 6 matchs, c'est un sans faute pour les Sénégalais. Il reste 14 matchs des éliminatoires de la CAN à disputer aujourd'hui. 5 places sont à prendre et 10 équipes sont encore en course.
Dans le groupe A, le suspense est à son comble. 3 équipes peuvent terminer à égalité de points. Co-leader, la Tunisie et le Liberia s'affrontent à Monastir, tandis que le Togo, qui garde encore un espoir de se qualifier, devra battre Djibouti. Parmi les autres points chauds, le groupe B avec RDC Centrafrique à Kinshasa, un face-à-face entre 2 équipes qui peuvent encore se qualifier. La RDC est en position de force grâce à ses 2 points d'avance. Un résultat nul lui suffirait pour se qualifier pour la phase finale. C'est aussi serré dans le groupe C. Le Mali est déjà assuré de sa qualification, mais pas de garder la première place. Les Aigles peuvent très bien se faire déloger par le Bénin qu'ils accueillent à Bamako. Duel à distance dans le groupe D. Le Burkina Faso et l'Ouganda sont au coude à coude. Les étalons reçoivent le Botswana et l'Ouganda les Comores. Enfin, le Swaziland abat son dernier atout au Malawi. En cas de victoire, la qualification est encore possible. Et aujourd'hui aussi, il y aura, Nicolas, des matchs sans enjeu. Et oui, déjà qualifié, le Maroc reçoit Sao Tomé et l'Algérie le Lesotho. D'autres qualifiés jouent à l'extérieur, le Zimbabwe en Guinée-Conakry et la Guinée-Bissau au Congo-Brazzaville. Enfin, 3 autres affiches sans suspense, Niger-Burundi, Zambie-Kenya et Guinée-Équatoriale-Soudan du Sud. Ces 6 équipes sont d'ores et déjà assurées de ne pas aller jouer la CAN au Gabon en janvier prochain. Merci Nicolas Bacle, c'était le journal des sports. Toutes les infos sur le foot africain, c'est aussi à suivre sur afriquefoot.rfi.fr. Afrique Matin, restez avec nous, on fait une petite pause, on se retrouve dans 1 minute et dans 4 minutes, ce sera le prochain journal sur RFI. On sera notamment en direct d'Inde où on voit comment on réagit à la canonisation de Mère Teresa. Tout de suite. International, Sophie Malibaud. Le ministre italien Sandro Gozi est l'invité d'International en Italie 10 jours après un séisme dévastateur et alors que le pays connaît un afflux de migrants sans précédent. Comment l'Italie fait-elle face ? Nous parlerons également de la sécurité et de l'économie dans le contexte européen. International, avec Sophie Malibaud, en partenariat avec TV5 Monde et le journal Le Monde. Tout à l'heure, à partir de 10h10 TU. RFI. RFI, la sélection du mois. Natalia M. King. Don't like this feeling at all. My mouth tastes of cigarettes, but no regret. Quand elle va-t-on Arcadine. Son corps, lui, on voit les ombres sous ses pieds fouler Paris. Quand elle va-t-on RFI. Il est 6h57 ici à Paris. Les films tirés d'histoires vraies sont à l'honneur en ce début de mois de septembre. Nous allons tout de suite à Deauville, en Normandie, dans le nord-ouest de la France, où, comme tous les ans, au mois de septembre, se déroule le festival du film américain. Cette année, c'est la 42e édition. Grégoire Sauvage. Free State of Jones, drame sur le racisme et l'esclavagisme pendant la guerre de sécession, Indubious Battle de James Franco sur la révolte d'ouvriers migrants dans les années 30, ou encore War Dogs, histoire vraie de 2 marchands d'armes millionnaires à 20 ans au moment de la guerre en Irak. Pour cette 42e édition du festival, pas moins de 7 longs métrages sur 30 sont inspirés de faits réels. Bruno Bard est le directeur de Deauville. Alors on peut l'expliquer de deux façons. On pourrait l'expliquer par une faiblesse des scénaristes, mais ce serait pas vrai et pas gentil. Et moi je crois que c'est la recherche de la vérité, parce que à partir du moment où les références s'effondrent, où on nous dit que le bien et le mal n'existent pas, la seule façon de s'interroger sur la vérité, c'est d'aller chercher la vérité. Cette année, le film d'ouverture Infiltrator était également labellisé Histoire vraie, celle de l'agent des douanes américain Robert Mazur, qui dans les années 80 a infiltré le cartel de Medellín et a permis l'arrestation d'une centaine de barons de la drogue et de banquiers corrompus. Je m'appelle Robert Mazur, j'ai été un agent fédéral américain pendant 27 ans. Bien sûr, tout ce que l'on voit dans le film n'est pas vrai, c'est un divertissement, mais qui dévoile au public des choses essentielles. D'abord qu'il y a des gens, pas seulement moi, qui veulent être de vrais serviteurs de l'intérêt général. Et ils font tout pour neutraliser ces organisations criminelles qui corrompent les gouvernements et affectent nos vies de bien des manières. Le film montre aussi la triste réalité du fonctionnement d'une partie du système bancaire international qui aide ces organisations à transformer leurs activités criminelles en entreprises légales. C'est Bryan Cranston, l'acteur star de la série Breaking Bad, qui incarne Robert Mazur dans le film. Il partage l'affiche avec l'actrice allemande Diane Kruger dans le rôle de Cathy Hearst, véritable agent fédéral et fausse fiancée de Robert Mazur pendant l'opération d'infiltration. J'ai pu l'appeler même pendant le tournage, elle était
très disponible. Elle m'a aussi fait partir des photos d'elle. Les fringues, par exemple, dans le film sont beaucoup inspirées des tenues qu'elle portait elle. J'ai plus de clés, c'est sûr. C'est-à-dire, je peux vraiment poser des questions. Donc, il y a un grand travail qui est déjà fait pour moi. C'est-à-dire, je me baser sur certains faits réels et puis en plus pouvoir lui parler comment elle se sentait. Donc, je puis vraiment mettre dans sa peau. Après, forcément, c'est une interprétation d'elle. Infiltrator sort mercredi prochain sur les écrans français. Grégoire Sauvage, Deauville, RFI. Et le festival du film américain de Deauville, c'est jusqu'à la fin de la semaine prochaine, jusqu'au 11 septembre. Pour l'instant, c'est l'heure d'un nouveau journal, toute l'actualité internationale. Passez une bonne journée, une bonne matinée sur la Radio Mondiale. RFI, il est 7h, tout juste, à Paris, 5h.